D'accord, merci beaucoup déjà pour la présentation. Merci aussi à l'INRS pour l'invitation. Donc j'ai la lourde tâche de débuter cet après-midi, de vous récupérer après le repas. Donc on va essayer d'être un petit peu enjaillé. Donc voilà, donc la première chose, c'est que je vais vous présenter un petit peu ma société. Donc c'est une société qui a été créée en 2016 en France, qui est présente partout en Europe, donc qui a été créée en 2009 aux Pays-Bas. Alors pourquoi aux Pays-Bas? En 2009, une législation est apparue aux Pays-Bas, notamment sur les mesures de conteneurs. Donc suite aux incidents qu'on a pu recenser en Allemagne et aux Pays-Bas sur des expositions de douaniers, les Pays-Bas ont pris la décision de légiférer le contrôle de conteneurs. On s'est installé ensuite partout en Europe et notamment en France. Donc en France, vous l'avez très bien stipulé, on a une particularité, on a un double actionnariat, donc moitié français, moitié hollandais. C'est ce qui nous donne un petit peu notre liberté, notre champ d'action sur la France. Donc on a 6 divisions, vous en avez présenté 4. Les 2 autres divisions, on ne va pas trop en parler. Donc on est vraiment sur notre cœur de métier, c'est vraiment l'analyse de conteneurs maritimes avant dépotage. Alors, pour faire une petite photo du conteneur, donc comme vous le savez tous peut-être, on a des fournisseurs qui sont souvent à l'étranger, donc plutôt Asie et Inde. Donc la marchandise est fabriquée sur ces sites-là, puis elle est transportée en conteneur jusqu'au port, chargée sur des navires. Le navire, entre 30 et 60 jours de mer, arrive ensuite sur nos ports maritimes. Ensuite, c'était souvent mis sur barge ou sur rail ou sur camion. Et puis ça vient rejoindre notre entrepôt final et ça vient être déchargé. Alors pourquoi je vous fais un petit focus sur ce transport? Parce que ce transport va influer énormément sur les gaz. Donc on y reviendra dessus un peu plus tard dans la présentation. Alors, d'où proviennent ces gaz? Alors, une des premières sources de contamination, c'est la main de l'homme. Alors, la main de l'homme, c'est la fumigation. Donc, on en parle, vous en avez parlé déjà dans la matinée, et puis on va revenir dessus. Donc, ça reste aussi un de nos métiers, hein, sauf qu'en France, on est un peu plus réglementé sur la fumigation, et un peu plus surveillé par tous les services type SRAL et DREAL. Alors, qu'est-ce que la fumigation? C'est l'application d'un pesticide qui s'évapore ou se décompose en produit gazeux en contact de l'air ou de l'eau. Notamment, celui qu'on utilise le plus actuellement, c'est la phosphine. Donc il en existe aussi d'autres, hein, dont notamment le bromure de méthyle. Donc le bromure de méthyle, on n'a pas le droit de l'utiliser en France. Par contre, on a le droit d'importer des produits qui sont traités au bromure de méthyle. D'où le point d'alerte qu'il faut vraiment mettre en avant aujourd'hui. C'est que le bromure de méthyle, on ne peut pas l'utiliser en France, mais par contre, on peut l'importer via les containers. Donc un point de surveillance très important. Ensuite, il y a le fluorure de sulfuryle, c'est souvent utilisé pour traiter les grumes de bois qui vont à l'export, et donc à l'import aussi. Et un des produits qu'on retrouve et qu'on recense de plus en plus, c'est l'oxyde d'éthylène, qui à la base était utilisé dans le médical, et qui maintenant est utilisé pour un petit peu, hein, qui a vu ses capacités fongicides, qui est utilisé aussi pour traiter les conteneurs. Donc on en retrouve vraiment de partout, non plus dans le médical, hein. On en a retrouvé dans les graines de sésame récemment dans des magasins, on en retrouve dans du matériel de bricolage et dans tout type de marchandises. Ensuite, la deuxième source de contamination, c'est le relargage de la marchandise. Donc on en a parlé, hein, ces marchandises sont fabriquées pour la plupart d'entre elles en Asie ou en Inde, où les temps de fabrication vont être optimisés au maximum. Alors, de base, toutes les marchandises vont être fabriquées, et pour faire la fabrication de ces produits, on va devoir mettre des solvants. Il y a une étape qui est très importante à la fin de ce process, c'est l'évaporation des solvants. Donc c'est une étape qui est laborieuse et qui prend énormément de temps et qui souvent est squeezée pour gagner du temps et surtout de l'argent. Donc économiquement, voilà, cette étape est un petit peu dure. On en retrouve, c'est ce qui va être retrouvé dans le relargage. Donc on a parlé de COV ce matin, donc composés organiques volatiles. On peut en citer quelques-uns, hein. On retrouve de plus en plus de formaldéhyde, notamment dans tout ce qui est meubles. On retrouve aussi tout ce qui est toluène dans les scotch. Donc on a vraiment une grosse panoplie de gaz qui est relarguée dans les marchandises. Et ça reste un danger qui est resté assez méconnu et qui devient de plus en plus connu en France, hein. Donc voilà, on arrive maintenant à mettre un petit peu une source à ces relargages. Alors, des états des lieux ont été faits par la CARSAT et l'INRS. Je vous ai mis quelques dossiers qui sont importants et qui peuvent intéresser pas mal de logisticiens. Donc, avant de dépoter un conteneur, donc c'est tous les process qu'il faut faire avant d'ouvrir le conteneur.
On a la fiche dépoter un conteneur, donc qui vous explique un petit peu comment on ouvre un conteneur sans prendre forcément de risques. Donc aussi bien en ventilation, le port du masque et compagnie, si on a vraiment des risques. Et enfin, la dernière, c'est dépoter un conteneur. Donc ça, c'est une plaquette qui est complète. Je vous invite à la lire. Elle est très intéressante. C'est comment éliminer tous les risques liés aux fumigants uniquement. Alors, nous, dans notre métier, on utilise pas mal la plaquette ouvrir et dépoter un conteneur en sécurité. C'est l'ED6249 qui donne un petit peu tous les gaz qui ont été répertoriés dans les dernières années avec leur VLE. Donc les VLE, je ne vous reviens pas dessus, c'est les valeurs limites d'exposition professionnelle. Donc là, vous voyez, sur cette plaquette, elle a été faite en 2016, si je ne me trompe pas. Il faut voir que certaines des VLE ont évolué, notamment celle du formaldéhyde qui est passée à 0,3 ppm et celle du monoxyde de carbone qui est à 20 ppm. Donc voilà, il y a aussi un suivi et une mise à jour à faire, notamment sur les VLE, qui est très importante. Donc, je vais vous présenter un petit état des lieux fait par la société. Donc, on a analysé plus de 500 000 conteneurs partout en Europe. Donc, ça reste quand même un gros chiffre. Et ça nous permet de faire un petit peu une cartographie du conteneur. Alors, de manière générale, sur toute l'Europe, on a 11% de conteneurs pollués, donc qui sont au-dessus des valeurs limites d'exposition. 26% de conteneurs à risque. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un conteneur à risque? C'est un conteneur qui contient des produits gazeux qui sont compris entre 50% et 100% de la VLE. Et les conteneurs OK, c'est moins de 50% de la VLE. Alors pourquoi on a indexé ces conteneurs à risque? Parce que ces conteneurs à risque, il suffit que la température augmente, et ben ces conteneurs à risque vont passer en conteneurs pollués. Donc ça reste un point de vigilance, hein. On a des produits, on a du relargage, donc ils sont importants à surveiller. Donc on a la différence entre l'alimentaire et le non alimentaire, donc on a plus de conteneurs pollués dans l'alimentaire, donc ça c'est souvent dû à la fumigation, hein. La fumigation, c'est ce qui permet aussi de tuer les petites bestioles qu'on ramène dans les aliments, et du coup ça permet de préserver la qualité de l'aliment. Donc la fumigation reste un step qui est quand même obligatoire quand il est maîtrisé. Dans le non alimentaire, on est à 11%, donc là on retrouve bien notre image globale. Donc là, on a fait un petit focus, notamment sur les chaussures et la tannerie. Donc là, vous avez vu ce matin, donc on peut voir que quand même sur les chaussures tannerie, on est à 21% de conteneurs pollués et 33% de conteneurs à risque, ce qui est énorme, hein. Donc ça reste un des points de surveillance. Donc quand vous avez des chaussures, faites bien l'analyse et assurez-vous que vous n'avez pas tous ces gaz-là qui sont émis. Dans l'électronique, on est à 13%, donc ça c'est souvent les ordinateurs, les choses comme ça qui vont émettre, hein, pendant la fabrication des circuits imprimés. Et dans fournitures diverses, c'est tout ce qui est jardin, outillage, consommable. On est à 10%, c'est une limite basse. Donc voilà. Donc on a vraiment ces gaz qui sont présents un petit peu dans tous les consommables qu'on peut retrouver dans le commerce. Donc vraiment des points à surveiller. Alors maintenant, comment analyser les conteneurs? Donc il existe plusieurs techniques de mesure. Alors, il faut faire attention, il faut bien faire une différence entre ce qui est détection et ce qui est analyse, hein. La détection, c'est on connaît les gaz qu'on recherche, donc on va les cibler et on va obtenir une concentration. L'analyse est différente. L'analyse, c'est on va screener sur un plus large, sur un râteau, on va prendre une trentaine de produits et puis on va voir ce qui se passe. Mais du coup, ça va être assez large et du coup, ça va nous permettre de cibler la détection. Donc, avant de détecter, il faut analyser. Il faut connaître les gaz qu'on peut retrouver dans le conteneur pour pouvoir analyser. Donc les différentes techniques, alors on a le spectromètre de masse, hein, c'est ce qu'on utilise nous dans nos camions laboratoires. Donc c'est de la spectrométrie de masse, un appareil de laboratoire qui permet d'avoir des résultats en 3 minutes. Ensuite, les détecteurs qu'on n'utilise jamais seuls, qui sont couplés à des tubes colorimétriques qui vont permettre de faire de l'analyse. Il faut savoir que les détecteurs couplés aux tubes colorimétriques, pour avoir le même résultat qu'un spectromètre de masse, il va falloir 1h30, là où avec le spectromètre de masse, vous allez avoir le résultat en 3 minutes. Et enfin, la dernière méthode qui est utilisée, c'est la transformée de Fourier, donc c'est la spectrométrie infrarouge. Alors là, il faut faire attention, le seul souci qu'on a avec cette technologie-là, c'est que le seuil limite de détection est de 1 ppm. Et souvent, on a des VLE qui sont dans le seuil limite de détection. Donc on ne peut pas être sûr de détecter vraiment le gaz si on est sur la valeur limite de détection. On ne sait pas s'il est là ou s'il n'est pas là. Donc voilà, ce sera tout pour moi.